DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Située en plein centre-ville de Tours, la résidence de Métis Cœur de Loire accueille actuellement 80 résidents âgés en moyenne de 90 ans. Cette moyenne d'âge a baissé en septembre avec l'arrivée d'une étudiante logée au sein de l'établissement. Camille Seyette, directrice de la résidence. Pour l'instant, nous avons fait le choix de commencer avec une étudiante, voir comment cela va se passer et en fonction, peut-être l'année prochaine, prendre un deuxième étudiant. Il est un peu plus de midi, des résidents déjeunent au restaurant situé au premier étage. L'étudiante peut également y manger, comme l'indique la directrice. Pour les étudiants, ça va être principalement le soir qu'ils vont dîner avec les résidents, parce que le midi, ils ont souvent les cours. Voilà, donc il faut leur laisser aussi un petit peu de temps pour qu'ils travaillent. Mais c'est possible qu'ils viennent. Par exemple, là, Kimberley que nous accueillons, le vendredi, elle a cours uniquement le matin. Et effectivement, à partir de midi, elle est disponible, donc elle peut venir déjeuner avec les résidents. Kimberley Aïssani, étudiante en première année de licence en langue étrangère appliquée, est la première bénéficiaire du programme dans cette résidence. J'étais sur Limoges avant et du coup c'est agréable de pouvoir être dans une résidence comme ça. Il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24, donc c'est rassurant. Et même, je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est parfois compliqué de trouver un emploi parce que des fois on nous demande une expérience qui n'est pas forcément facile à acquérir, alors que là on nous donne vraiment l'opportunité de nous faire une expérience et en même temps ça nous apporte beaucoup sur le plan personnel. En échange d'un logement, Kimberley doit donner de son temps aux seniors, comme l'explique Camille Seyette. Ça peut être pour les accompagner dans des démarches administratives, par exemple, les accompagner vraiment dans le quotidien, comme aider à faire les courses, aider au niveau des ordinateurs. Elle maintient vraiment un lien social et elle contribue vraiment à l'amélioration de l'ambiance générale de la résidence. Très satisfaite de son logement, Kimberley nous fait visiter son studio. Merci de nous accueillir chez vous. Alors ici il y a les toilettes, là la cuisine. D'accord. Voilà, qui est tout équipé, donc c'est bien. Là, la pièce principale, avec un petit balcon plus loin. Et juste derrière vous, il y a la salle de bain. C'est hyper lumineux, donc c'est très appréciable. Quand elle n'a pas cours, Kimberley rend service aux seniors. Pour cette octogénaire, la présence d'une étudiante dans la résidence est très utile. Les personnes âgées qui sont seules, c'est très triste. Ça va apporter un peu de jeunesse, ça fait du bien. À ce jour, 30 sur 120 résidences Dométis en France participent déjà au programme Génération Partage. Le groupe compte augmenter les logements étudiants dans ces maisons de retraite situées notamment dans les grandes villes universitaires.
Située en plein centre-ville de Tours, la résidence de Métis Cœur de Loire accueille actuellement 80 résidents âgés en moyenne de 90 ans. Cette moyenne d'âge a baissé en septembre avec l'arrivée d'une étudiante logée au sein de l'établissement. Camille Seyette, directrice de la résidence. Pour l'instant, nous avons fait le choix de commencer avec une étudiante, voir comment cela va se passer et en fonction, peut-être l'année prochaine, prendre un deuxième étudiant. Il est un peu plus de midi, des résidents déjeunent au restaurant situé au premier étage. L'étudiante peut également y manger, comme l'indique la directrice. Pour les étudiants, ça va être principalement le soir qu'ils vont dîner avec les résidents, parce que le midi, ils ont souvent les cours. Voilà, donc il faut leur laisser aussi un petit peu de temps pour qu'ils travaillent. Mais c'est possible qu'ils viennent. Par exemple, là, Kimberley que nous accueillons, le vendredi, elle a cours uniquement le matin. Et effectivement, à partir de midi, elle est disponible, donc elle peut venir déjeuner avec les résidents. Kimberley Aïssani, étudiante en première année de licence en langue étrangère appliquée, est la première bénéficiaire du programme dans cette résidence. J'étais sur Limoges avant et du coup c'est agréable de pouvoir être dans une résidence comme ça. Il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24, donc c'est rassurant. Et même, je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est parfois compliqué de trouver un emploi parce que des fois, on nous demande une expérience qui n'est pas forcément facile à acquérir, alors que là, on nous donne vraiment l'opportunité de nous faire une expérience et en même temps, ça nous apporte beaucoup sur le plan personnel. En échange d'un logement, Kimberley doit donner de son temps aux seniors, comme l'explique Camille Seyette. Ça peut être pour les accompagner dans des démarches administratives, par exemple, les accompagner vraiment dans le quotidien, comme aider à faire les courses, aider au niveau des ordinateurs. Elle maintient vraiment un lien social et elle contribue vraiment à l'amélioration de l'ambiance générale de la résidence. Très satisfaite de son logement, Kimberley nous fait visiter son studio. Merci de nous accueillir chez vous. Alors ici, il y a les toilettes. Là, la cuisine. D'accord. Voilà, qui est tout équipée, donc c'est bien. Là, la pièce principale, avec un petit balcon plus loin. Et juste derrière vous, il y a la salle de bain. C'est hyper lumineux, donc c'est très appréciable. Quand elle n'a pas cours, Kimberley rend service aux seniors. Pour cette octogénaire, la présence d'une étudiante dans la résidence est très utile. Les personnes âgées qui sont seules, c'est très triste. Ça va apporter un peu de jeunesse, ça fait du bien. À ce jour, 30 sur 120 résidences Domitis en France participent déjà au programme Génération Partage. Le groupe compte augmenter les logements étudiants dans ces maisons de retraite situées notamment dans les grandes villes universitaires. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. D'un produit, la création de son utilité
et la création de quelque chose qui ait du sens. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. Claudia Calcina, créatrice de Klaus, une marque de parasols et parapluies. J'aimais bien la lettre K, il fallait que ça sonne bien, que ça soit musical, voilà. C'est un choix que j'ai fait, mais c'est un choix purement esthétique. Claudia Calcina est née en Sardaigne. Elle est venue à Paris pour terminer ses études grâce au programme Erasmus. Elle a ensuite travaillé dans le domaine de l'agriculture. Après avoir déménagé à Bordeaux, c'est en 2017 qu'elle se reconvertit et qu'elle lance Klaus. Très attachée aux valeurs écologiques, la créatrice s'engage bien au-delà de la fabrication européenne des parapluies et parasols commercialisés par sa marque. On sait dans quelles conditions c'est fait. On sait qu'en Europe, il y a un socle commun des droits des travailleurs qui garantit quand même des droits fondamentaux qui sont importants pour moi. On paye les prix justes à ces fabricants. On valorise l'artisanat, on valorise les savoir-faire locaux. On réduit du coup les émissions de CO2. Sur 3/4 de nos produits, on fait des impressions qui sont labellisées Imprime Vert. La responsabilité, moi, ne s'arrête pas au moment où je vends le produit. Je ne vends pas un produit qui demain, je sais très bien, ça deviendra un déchet. Non, c'est trop facile. Là, c'est toute la société qui paye et c'est pas juste. Pour concevoir des produits qui abritent du soleil ou de la pluie, l'attention portée au choix des matières est indispensable. Je travaille sur des produits qui sont spécifiques. Ce sont des produits qui sont exposés en rayon UV, à la pluie, donc à la moisissure. Lorsque j'ai créé Klaus, j'ai dû en même temps créer une filière consacrée uniquement à la marque, tout simplement aller chercher les fabricants textiles qui pouvaient suivre le projet, qui pouvaient être à même de me fournir à la fois un textile qui soit technique, mais aussi doux au toucher. Toutes ces choses-là, il fallait les trouver et les marier dans un même produit. Non seulement l'esthétique, la fonctionnalité, mais aussi l'impact. Un polyester recyclé aujourd'hui est beaucoup plus écologique qu'un coton ou un polyester vierge également. Donc c'était aussi un défi pour moi. Retrouvez Claudia Calcina et Klaus sur rfi.fr, chronique 100% création et en podcast. La création esthétique et la création d'un produit, la création de son utilité et la création de quelque chose qui ait du sens. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. Claudia Calcina, créatrice de Klaus, une marque de parasols et parapluies. J'aimais bien la lettre K, il fallait que ça sonne bien, que ça soit musical, voilà. C'est un choix que j'ai fait, mais c'est un choix purement esthétique. Claudia Calcina est née en Sardaigne. Elle est venue à Paris pour terminer ses études grâce au programme Erasmus. Elle a ensuite travaillé dans le domaine de l'agriculture. Après avoir déménagé à Bordeaux, c'est en 2017 qu'elle se reconvertit et qu'elle lance Klaus. Très attachée aux valeurs écologiques, la créatrice s'engage bien au-delà de la fabrication européenne des parapluies et parasols commercialisés par sa marque. On sait dans quelles conditions c'est fait. On sait qu'en Europe, il y a un socle commun des droits des travailleurs qui garantit quand même des droits fondamentaux qui sont importants pour moi. On paye les prix justes à ces fabricants. On valorise l'artisanat, on valorise les savoir-faire locaux. On réduit du coup les émissions de CO2. Sur 3/4 de nos produits, on fait des impressions qui sont labellisées Imprime Vert. La responsabilité, moi, ne s'arrête pas au moment où je vends le produit. Je ne vends pas un produit qui demain, je sais très bien, ça deviendra un déchet. Non, c'est trop facile. Là, c'est toute la société qui paye et c'est pas juste. Pour concevoir des produits qui abritent du soleil ou de la pluie, l'attention portée au choix des matières est indispensable. Je travaille sur des produits qui sont spécifiques. Ce sont des produits qui sont exposés en rayon UV, à la pluie, donc à la moisissure. Lorsque j'ai créé Klaus, j'ai dû en même temps créer une filière consacrée uniquement à la marque, tout simplement aller chercher les fabricants textiles qui pouvaient suivre le projet, qui pouvaient être à même de me fournir à la fois un textile qui soit technique, mais aussi doux au toucher. Toutes ces choses-là, il fallait les trouver et les marier dans un même
produit. Non seulement l'esthétique, la fonctionnalité, mais aussi l'impact. Un polyester recyclé aujourd'hui est beaucoup plus écologique qu'un coton ou un polyester vierge également. Donc c'était aussi un défi pour moi. Retrouvez Claudia Calcina et Klaus sur rfi.fr, chronique 100% création et en podcast. Alors, consommer moins et mieux, ça demande du temps et de l'argent, c'est ce qu'on entend souvent. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mélanie. Elle a 40 ans, 2 enfants en bas âge. Cette mère célibataire trie ses déchets, prend les transports en commun, surveille sa consommation d'eau et d'électricité. Et elle est pourtant au bord du burn-out écologique. Elle s'est confiée au micro d'Inès Edel Garcia. Sur les réseaux sociaux, principalement sur les médias traditionnels, moi je vois de plus en plus et quasiment tous les jours des recettes pour faire votre déodorant, des recettes pour faire votre lessive, des recettes pour faire votre pain. Un jour on aura peut-être des recettes pour faire l'essence de voiture. Enfin à un moment donné ça va trop loin. Déjà moi j'ai pas le temps, mais en plus j'ai beaucoup d'interrogations sur le fait que même si toutes ces petites choses mises bout à bout, toutes ces fourmis invisibles que nous sommes, on essaye de faire des petites choses. Je m'interroge quand même sur ce que ça peut rapporter même dans quelques années versus des énormes industries partout dans le monde qui polluent H24 et qui, elles, ne font rien. Dana Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Comment limiter les émotions toxiques, celles qui nuisent à notre équilibre et aussi à nos relations avec les autres ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de les reconnaître, de comprendre qu'elles sont toxiques. Et en fait, reconnaître, ça veut dire pouvoir les nommer et comprendre qu'elles sont toxiques. Alors, comment on sait qu'elles sont toxiques? C'est qu'elles vont empiéter sur notre bien-être au quotidien. Par exemple, quand on se prend la tête avec une culpabilité, ah, j'aurais dû, c'est pas bien, j'aurais dû, j'aurais fait ci et tout, et que ça nous prend vraiment la plupart du temps et la plupart de la tête, ça veut dire qu'elles deviennent toxiques et qu'elles nous empêchent à la fois de comprendre la cause réelle de cette émotion et à la fois d'agir en conséquence ou alors d'agir d'une manière inadaptée. Et justement, à l'inverse, émotions toxiques, est-ce qu'il y a d'autres émotions là qu'on a plutôt intérêt à cultiver ? Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle des émotions primaires qui sont l'amour, la joie, la tristesse, la colère. Ce sont des émotions universelles et qui ont vraiment une fonction très importante dans nos psychismes parce que ce sont des signaux. Quand on a peur, on sait qu'il faut se protéger. Quand on est amoureux, quand on éprouve de la joie, on sait qu'il faut vraiment en profiter de ce moment.
Ngoné Magin est né et a grandi à Dakar. Au Sénégal, la bijouterie est un métier qui se transmet de génération en génération. N'étant pas issu d'une famille de bijoutiers, c'est à Paris que Ngoné Magin découvre sa passion pour les bijoux. Aujourd'hui, la créatrice associe des femmes de la Maison Rose au Sénégal, victimes de violences conjugales, pour la réalisation de ses collections. Pour moi, c'était important de faire ce travail avec elles. On a nié leurs droits, mais je pense qu'à travers l'artisanat d'art, elles peuvent apprendre un métier. Je me sens impliquée dans l'essor économique du continent. Donc je travaille avec des artisans bijoutiers au Sénégal, perliers, etc. Ça permet de sauvegarder certains savoir-faire ancestraux comme la filigrane. Je trouve que ce travail est tellement magnifique qu'il nous appartient, à nous les Africains, de préserver ce savoir-faire. La créatrice est attirée par des matières qui racontent une histoire, à l'instar du cori, ce petit coquillage dont elle a fait l'emblème de sa marque, comme une trame, un pont entre deux pays. Située en plein centre-ville de Tours, la résidence de Métis Cœur de Loire accueille actuellement 80 résidents âgés en moyenne de 90 ans. Cette moyenne d'âge a baissé en septembre avec l'arrivée d'une étudiante logée au sein de l'établissement. Camille Seyette, directrice de la résidence. Pour l'instant, nous avons fait le choix de commencer avec une étudiante, voir comment cela va se passer et en fonction, peut-être l'année prochaine, prendre un deuxième étudiant. Il est un peu plus de midi, des résidents déjeunent au restaurant situé au premier étage. L'étudiante peut également y manger, comme l'indique la directrice. Pour les étudiants, ça va être principalement le soir qu'ils vont dîner avec les résidents, parce que le midi, ils ont souvent les cours, voilà, donc il faut leur laisser aussi un petit peu de temps pour qu'ils travaillent. Mais c'est possible qu'ils viennent. Par exemple, là, Kimberley que nous accueillons, le vendredi, elle a cours uniquement le matin. Et effectivement, à partir de midi, elle est disponible, donc elle peut venir déjeuner avec les résidents. Kimberley Aïssani, étudiante en première année de licence en langue étrangère appliquée, est la première bénéficiaire du programme dans cette résidence.
J'étais sur Limoges avant et du coup c'est agréable de pouvoir être dans une résidence comme ça. Il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24, donc c'est rassurant. Et même, je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est parfois compliqué de trouver un emploi parce que des fois on nous demande une expérience qui n'est pas forcément facile à acquérir, alors que là on nous donne vraiment l'opportunité de nous faire une expérience et en même temps ça nous apporte beaucoup sur le plan personnel. En échange d'un logement, Kimberley doit donner de son temps aux seniors, comme l'explique Camille Seyette. Ça peut être pour les accompagner dans des démarches administratives, par exemple, les accompagner vraiment dans le quotidien, comme aider à faire les courses, aider au niveau des ordinateurs. Elle maintient vraiment un lien social et elle contribue vraiment à l'amélioration de l'ambiance générale de la résidence. Très satisfaite de son logement, Kimberley nous fait visiter son studio. Merci de nous accueillir chez vous. Alors ici il y a les toilettes, là la cuisine. D'accord. Voilà, qui est tout équipé, donc c'est bien. Là, la pièce principale, avec un petit balcon plus loin. Et juste derrière vous, il y a la salle de bain. C'est hyper lumineux, donc c'est très appréciable. Quand elle n'a pas cours, Kimberley rend service aux seniors. Pour cette octogénaire, la présence d'une étudiante dans la résidence est très utile. Les personnes âgées qui sont seules, c'est très triste. Ça va apporter un peu de jeunesse, ça fait du bien. À ce jour, 30 sur 120 résidences Domitis en France participent déjà au programme Génération Partage. Le groupe compte augmenter les logements étudiants dans ces maisons de retraite situées notamment dans les grandes villes universitaires. Grâce au programme Erasmus. Elle a ensuite travaillé dans le domaine de l'agriculture. Après avoir déménagé à Bordeaux, c'est en 2017 qu'elle se reconvertit et qu'elle lance Klaus. Très attachée aux valeurs écologiques, la créatrice s'engage bien au-delà de la fabrication européenne des parapluies et parasols commercialisés par sa marque. On sait dans quelles conditions c'est fait. On sait qu'en Europe, il y a un socle commun des droits des travailleurs qui garantit quand même des droits fondamentaux qui sont importants pour moi. On paye les prix justes à ces fabricants. On valorise l'artisanat, on valorise les savoir-faire locaux. On réduit du coup les émissions de CO2. Sur 3/4 de nos produits, on fait des impressions qui sont labellisées Imprime Vert. La responsabilité, moi, ne s'arrête pas au moment où je vends le produit. Je ne vends pas un produit qui demain, je sais très bien, ça deviendra un déchet. Non, c'est trop facile. Là, c'est toute la société qui paye et c'est pas juste. Pour concevoir des produits qui abritent du soleil ou de la pluie, l'attention portée au choix des matières est indispensable. Je travaille sur des produits qui sont spécifiques. Ce sont des produits qui sont exposés aux rayons UV, à la pluie, donc à la moisissure. Lorsque j'ai créé Klaus, j'ai dû en même temps créer une filière consacrée uniquement à la marque, tout simplement aller chercher les fabricants textiles qui pouvaient suivre le projet, qui pouvaient être à même de me fournir à la fois un textile qui soit technique, mais aussi doux au toucher. Toutes ces choses-là, il fallait les trouver et les marier dans un même produit. Non seulement l'esthétique, la fonctionnalité, mais aussi l'impact. Un polyester recyclé aujourd'hui est beaucoup plus écologique qu'un coton ou un polyester vierge également. Donc c'était aussi un défi pour moi. Retrouvez Claudia Calcina et Klaus sur rfi.fr, chronique 100% création et en podcast. Alors, consommer moins et mieux, ça demande du temps et de l'argent, c'est ce qu'on entend souvent. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mélanie. Elle a 40 ans, 2 enfants en bas âge. Cette mère célibataire trie ses déchets, prend les transports en commun, surveille sa consommation d'eau et d'électricité. Et elle est pourtant au bord du burn-out écologique. Elle s'est confiée au micro d'Inès Edel Garcia.
Sur les réseaux sociaux, principalement sur les médias traditionnels, moi je vois de plus en plus et quasiment tous les jours des recettes pour faire votre déodorant, des recettes pour faire votre lessive, des recettes pour faire votre pain. Un jour, on aura peut-être des recettes pour faire l'essence de voiture. Enfin, à un moment donné, ça va trop loin. Déjà, moi, j'ai pas le temps, mais en plus, j'ai beaucoup d'interrogations sur le fait que même si toutes ces petites choses mises bout à bout, toutes ces fourmis invisibles que nous sommes, on essaye de faire des petites choses, je m'interroge quand même sur ce que ça peut rapporter, même dans quelques années, versus des énormes industries partout dans le monde qui polluent H24 et qui, elles, ne font rien. Dana Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Comment limiter les émotions toxiques, celles qui nuisent à notre équilibre et aussi à nos relations avec les autres ? Eh bien, la première chose à faire, c'est de les reconnaître, de comprendre qu'elles sont toxiques. Et en fait, reconnaître, ça veut dire pouvoir les nommer et comprendre qu'elles sont toxiques. Alors, comment on sait qu'elles sont toxiques? C'est qu'elles vont empiéter sur notre bien-être au quotidien. Par exemple, quand on se prend la tête avec une culpabilité, ah, j'aurais dû, c'est pas bien, j'aurais dû, j'aurais fait ci et tout, et que ça nous prend vraiment la plupart du temps et la plupart de la tête, ça veut dire qu'elles deviennent toxiques et qu'elles nous empêchent à la fois de comprendre la cause réelle de cette émotion et à la fois d'agir en conséquence ou alors d'agir d'une manière inadaptée. Et justement, à l'inverse, émotions toxiques, est-ce qu'il y a d'autres émotions là qu'on a plutôt intérêt à cultiver ? Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle des émotions primaires qui sont l'amour, la joie, la tristesse, la colère. Ce sont des émotions universelles et qui ont vraiment une fonction très importante dans nos psychismes parce que ce sont des signaux. Quand on a peur, on sait qu'il faut se protéger. Quand on est amoureux, quand on éprouve de la joie, on sait qu'il faut vraiment en profiter de ce moment. Ngoné Magin est né et a grandi à Dakar. Au Sénégal, la bijouterie est un métier qui se transmet de génération en génération. N'étant pas issu d'une famille de bijoutiers, c'est à Paris que Ngoné Magin découvre sa passion pour les bijoux. Aujourd'hui, la créatrice associe des femmes de la Maison Rose au Sénégal, victimes de violences conjugales, pour la réalisation de ses collections. Pour moi, c'était important de faire ce travail avec elles. On a nié leurs droits, mais je pense qu'à travers l'artisanat d'art, elles peuvent apprendre un métier. Je me sens impliquée dans l'essor économique du continent. Donc je travaille avec des artisans bijoutiers au Sénégal, perliers, etc. Ça permet de sauvegarder certains savoir-faire ancestraux comme la filigrane. Je trouve que ce travail est tellement magnifique qu'il nous appartient, à nous les Africains, de préserver ce savoir-faire. La créatrice est attirée par des matières qui racontent une histoire, à l'instar du cori, ce petit coquillage dont elle a fait l'emblème de sa marque, comme une trame, un pont entre deux pays.